Bien. Toujours dans le cadre du chapitre 2, c'est-à-dire les caractéristiques géométriques des sections planes, on va aborder maintenant la suite de notre cours. On a déjà vu que le moment quadratique d'inertie d'une surface plane, il dépend de la position de l'origine des axes de référence et de l'orientation des axes de référence. C'est-à-dire pour la position, on l'a déjà vu dans la section précédente, c'est le théorème de translation d'axes parallèles, ou bien théorème des axes parallèles, théorème d'Higgs, théorème de Steiner. On remarque que le moment d'inertie de cette surface par rapport à cet axe BB, elle est différente du moment quadratique par rapport à l'axe, par exemple, l'axe central. C'est clair. Aujourd'hui, on va voir l'effet de l'orientation des axes. C'est-à-dire, est-ce que le moment de cette surface, de ce corps, de ce profil par rapport à l'axe X, par exemple, est le même que celui de par rapport à l'axe X1, est-ce qu'il est supérieur ou bien inférieur? D'accord? Quelle est la valeur maximale? Bien. Donc, on va se poser cette question. Dans certains profils, comme celui de cette figure, par exemple, c'est un profilé en Z, d'accord? Est-ce que le moment d'inertie maximale est suivant l'axe X, ou bien y a-t-il un autre axe autour duquel ce moment est maximal? On s'intéresse au moment maximal, à la valeur maximale, parce que elle exprime une certaine résistance à la déformation. D'accord? Axe maximal, moment maximal, c'est-à-dire c'est la résistance maximale. Bien. Donc, je vais voir justement l'effet d'une rotation des axes de coordonnées avec un angle quelconque θ. J'ai mon axe de base et de référence, c'est le premier axe, c'est OX, OY. Je vais maintenant, dont les valeurs des moments sont déjà calculées auparavant, c'est-à-dire le moment quadratique par rapport à x de dA, il est donné par l'intégrale de y carré dA, la même chose pour y et la même chose pour le produit d'inertie xy. Donc la question que je pose, quelle serait la valeur de moment d'inertie de cette même surface par rapport à cet axe maintenant? C'est une rotation d'axe. J'avais le référentiel OXY. Je vais faire une rotation θ et je vais obtenir le nouveau référentiel x1, y1. Donc, je vais m'intéresser aux valeurs de ix1, moment quadratique de cette surface par rapport à x1, et le même moment par rapport à y1, et le produit d'inertie, bien sûr, par rapport aux nouveaux axes x1, y1, que je vais appeler ix1, y1. Sachant que par rapport au référentiel, l'ancien référentiel, les distances sont x, y, mais par rapport à ce nouveau référentiel, les distances sont x1, y1. Donc, dans l'intégrale, je vais essayer d'exprimer x1, y1. Je sais d'après cette construction géométrique que x1 c'est quoi? C'est cette distance, x cosinus θ, plus cette distance qui est y sinus θ. Et mon y1, vous remarquez bien ici que y1 c'est quoi? C'est la distance de dA par rapport à l'axe x1. C'est cette distance. D'accord? C'est quoi en fait? C'est toute cette distance qui est y cosinus θ moins cette petite distance qui est x sinus θ. Donc, je vais utiliser ces deux équations pour le calcul des nouveaux moments quadratiques par rapport aux nouveaux axes x1, y1. Donc, je vais remplacer. Donc, x1, c'est intégral de y1 carré, c'est normal. Je remplace y1 qui est là dans l'intégrale et je développe mon intégrale. Une fois que je développe mon intégrale, j'obtiens ces résultats. Ce premier terme que vous voyez ici, y carré dA, je le connais, c'est le moment quadratique x. D'accord? C'est x, carrément. La même chose pour ce moment, qui est y. Et ce moment qui est, cet intégral, qui est le moment quadratique. Et mon produit d'inertie par rapport à l'ancienne référence, à l'ancien axe. Donc, j'ai pu obtenir un résultat, un moment, qui, par rapport à x1, qui est fonction de trois moments précédents. Dans l'ancien référentiel, c'est-à-dire x, y et xy.
Et je vais l'appeler le moment quadratique par rapport à l'axe x1. Bien. Donc, je vais introduire ces identités vectorielles suivantes pour simplifier l'équation, justement. Donc, je vais essayer de simplifier cette équation. Je remplace par ces identités vectorielles connues qu'on trouve pratiquement dans tous les livres. Et je vais obtenir la première équation qui vous donne le moment quadratique par rapport à l'axe x1. Et vous remarquez qu'elle est fonction des anciens moments, x, y et le produit d'inertie. Et elle est aussi fonction de θ, de l'angle d'orientation de mes axes. De la même manière, je vais calculer le produit d'inertie par rapport à x1, y1. Je remplace par les mêmes valeurs et j'obtiens une deuxième équation. J'ai les mêmes remarques pratiquement, x, y et le produit d'inertie et le θ. De la même manière aussi, je peux obtenir le y1, moment quadratique par rapport à l'axe y1, dans le nouveau référentiel. Très bien. Donc, si je veux obtenir les valeurs, je vais remplacer mon θ, l'orientation des axes, dans les trois équations. Mais là, il y a une remarque, c'est que je peux obtenir aussi la valeur de y1 en remplaçant directement dans la première équation, mais en remplaçant θ par θ plus pi sur 2. Parce que si vous remarquez dans ce schéma, d'accord, θ plus pi sur 2, ça va vous donner l'équivalent du moment par rapport à y1. Donc, je peux le faire. Donc, j'ai deux façons pour calculer le y1. Soit je remplace directement θ. Par exemple, imagine θ égale 30. Je remplace directement θ ici. D'accord? Ou bien je peux remplacer θ par 30 plus 90, c'est-à-dire 120 degrés dans l'équation de x1 et ça va me donner le même résultat. Bien. Donc, une fois que j'obtiens ces trois résultats, ce que j'appelle les équations de transformation pour les moments et le produit d'inertie. Vous les remarquez, ces trois équations, je peux calculer pour n'importe quelle valeur θ et pour n'importe quel moment et produit d'inertie dans l'ancien référentiel, je peux obtenir le moment et le produit d'inertie dans le nouveau référentiel. Une petite remarque ici, c'est que j'obtiens la somme des deux, x1 plus y1, elle est égale à x plus y. Et là, on l'a appelé, et ça, on l'a appelé dans le cours précédent, le moment polaire. Parce que le moment polaire, il est toujours par rapport au même point. Parce qu'on sait que le moment polaire, il est calculé par rapport au point O, l'origine des axes. Et là, nous avons juste une rotation par rapport au même point. Donc, on a obtenu le même somme ici, le même moment polaire. Donc, ces équations de transformation, elles ont montré que les moments et produits d'inertie, ils varient en fonction de θ. Donc, je vais m'intéresser maintenant. Je vais répondre à la première question. Quelle est l'orientation qui va me donner la valeur maximale ou bien minimale du moment d'inertie? D'accord? Cette valeur, cette orientation, cette direction, je vais l'appeler axe principal. Donc, principal pour dire les valeurs maximales et minimales. Et les valeurs correspondantes des moments, je vais les appeler les moments principaux d'inertie. Donc, pour avoir ces extréments, donc je vais dériver les équations et je vais annuler. Donc, je dérive mon équation, par exemple, ix1, cette équation, ou bien même cette équation. Je vais la dériver par rapport à θ et je vais annuler. D'accord? Donc, j'obtiens cette relation. Donc, si je vais dériver l'équation x1 et l'annuler, j'obtiens cette direction et je tire mon θ, l'orientation qui correspond à la valeur maximale. Donc, cette tangente de 2θ pi que j'ai tiré de cette équation, elle est égale à moins 2 fois le produit d'inertie sur la différence des moments d'inertie dans l'ancien repère. D'accord? Et cette solution, donc si vous avez déjà calculé ces moments au préalable, donc vous remplacez dans cette équation, vous obtenez les valeurs de θ pi, qui est la valeur indice P pour dire principal. Donc là, vous avez tangente de θ pi, ça va vous donner deux valeurs.
la tangente. Donc l'une, elle correspond à une valeur maximale et l'autre à une valeur minimale du moment. D'accord? Et les orientations et les axes correspondants s'appellent les axes principaux. Bien. Donc ces deux axes appelés axes principaux, les deux moments maximal et minimal sont appelés moments principaux. Donc je vais, pour avoir les valeurs des moments, justement, je vais remplacer dans les équations qui sont là, la valeur de θ que j'ai obtenue, la valeur de θ principale, qui correspond à la valeur maximale. Donc je remplace ici, donc je vais obtenir une valeur pour x1, une autre valeur pour y1. Et là, je peux voir quelle est la valeur maximale, quel est l'axe qui vous donne, quel est le moment par rapport à quel axe qui est maximal. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Si vous trouvez x1 égale 30, 10 puissance quelque chose au millimètre, par exemple 4, et vous avez y égale, par exemple, 20. Donc, c'est clair que le moment par rapport à x1, c'est la valeur max, et le moment par rapport à y1, c'est la valeur minimale. On peut trouver l'inverse. On peut trouver aussi que la valeur maximale, elle est suivant y1. Et la valeur minimale, elle est suivant x. Donc, ces équations, elles vous permettent, si vous remplacez directement θ par θp, de connaître quel est l'axe maximal principal, ou bien la valeur maximum, elle est suivant quel axe. D'accord? Bien. Je peux aussi obtenir les valeurs principales que je vais les indicer par 1 et 2. Directement en injectant les valeurs θ, je vais obtenir ces deux équations connues qui vous donnent les valeurs. Elles n'indiquent pas quel est l'axe principal. On ne sait pas quel est l'axe ici principal. Pour connaître l'axe, il faut remplacer dans les équations de transformation. Mais je peux connaître les valeurs, c'est-à-dire par exemple I1 égale 30 et 2 égale 20. C'est valeur max, valeur min. D'accord? Mais si vous voulez connaître quel est l'axe, justement, il faut appliquer les lois de transformation qui sont ces deux équations. D'accord? Justement, pourquoi on doit connaître l'axe principal, la valeur maximale? Si là, le moment d'inertie, il est maximum suivant un axe quelconque, par exemple x1. Donc, pratiquement, dans la pratique, nous avons intérêt à charger. Donc, notre charge qu'on doit appliquer sur la poutre, elle est suivant l'axe qui lui est perpendiculaire. C'est-à-dire, si vous avez l'axe, par exemple, si je prends cette poutre qui est là, donc, vous avez l'axe X et vous avez l'axe Y. D'accord? L'axe X, je vais montrer comme ça, l'axe X, d'accord? Et l'axe Y. Donc là, dans cette coupe, c'est clair que l'axe, le moment par rapport à l'axe Y, c'est le moment maximal. Donc, j'ai intérêt, est-ce que je vais charger la poutre perpendiculairement à cet axe, c'est-à-dire suivant l'axe Y1. D'accord? Si l'axe X1, c'est le moment d'inertie maximal, il est suivant X1, donc vous devez charger la poutre suivant l'axe Y1. Et vous remarquez ici, par exemple, si je prends cette coupe, vous remarquez que le moment par rapport à cet axe, il est inférieur au moment par rapport à cet axe. Donc, si le moment il est par rapport à cette maximale, donc il est plus facile de charger cette poutre dans ce sens, perpendiculaire à cet axe. Et donc, si vous remarquez bien que cette poutre qui est là, donc il est préférable de la charger comme ça. Donc là, vous avez moins de flexion par rapport à ce qu'on prend ce cas. Pour le même profil. D'accord? C'est clair que il est préférable, il est plus résistant comme ça par rapport à ce cas. D'accord? Maintenant, on a trouvé, bien sûr, on a trouvé le X1, Y1. Qu'en est-il pour le produit d'inertie? Qu'est-ce qui se passe pour le produit d'inertie? On va voir. Donc, j'ai la valeur maximale, suivant un axe, la valeur minimale, suivant un autre axe. Qu'en est-il pour le produit d'inertie X1, Y1? Donc, j'ai l'équation. Je vais voir, dans cette équation, si vous remplacez, par exemple, θ par 0, là,
vous obtenez le x1, y1 égale x, y. C'est normal, il n'y a pas de rotation d'axe, c'est clair. Si vous remplacez maintenant par 90 degrés, vous obtenez le x1, y1 égale moins ix, y. Par exemple, x1, y1, c'est un axe principal. Donc, automatiquement, les valeurs sont nulles. Le produit d'inertie, il est nul. D'accord? Bien. En plus, nous avons vu aussi que lorsque au moins un axe, c'est un axe de symétrie, le produit d'inertie, il est nul. Donc, si vous avez donc un résultat direct, si vous avez un corps et qui possède un axe de symétrie, automatiquement cet axe de symétrie, XC, et l'axe qui lui est perpendiculaire, par exemple YC, sont des axes principaux. Donc la valeur, elle est maximale. Dans ce schéma précis, où est-ce qu'elle est la valeur maximale de moment? La valeur principale max, c'est par rapport à l'axe XC. C'est le même exemple que je vous ai donné, comme ça. D'accord? Donc cet axe, c'est le moment, il est maximal par rapport à cet axe. D'accord? Donc si vous avez un produit d'inertie nul, vous avez un axe de symétrie. Donc c'est un axe de principal. Et l'axe qui lui est perpendiculaire, c'est un axe principal. Une deuxième remarque, si votre surface, elle présente une paire d'axes centraux, d'accord? Par exemple, XY, qui est une paire d'axes centraux, autour de point O, d'accord? En plus, elle présente une autre paire d'axes centraux, par exemple, X', Y', à travers le même point O. Ici, vous remarquez que cette paire d'axes, X', O, Y', qui passe par le même point O, dans le calcul, on a trouvé qu'elle est centrale, c'est-à-dire que le moment, il est maximum. D'ailleurs, il est égal au moment par rapport à X. Dans ce cas, toutes les autres paires d'axes qui passent par ce point sont centraux. C'est des paires d'axes centraux. Et ils ont le même moment d'inertie. D'accord? Un tel point, il est appelé un point central. Donc le point O, c'est un point central. D'accord? Une dernière remarque, si vous voulez, c'est que si vous avez un corps comme ça qui présente un centre de gravité, donc tous les axes sont des axes principaux. Et le point de centre de gravité là, que ce soit pour ce triangle équilatéral, que ce soit pour ce carré, tous les axes qui passent par ce point, c'est des axes centraux et le point s'appelle point principal. Donc je termine par cette remarque, c'est que cette technique que j'ai utilisée pour l'obtention des valeurs principales et des directions principales, c'est-à-dire les équations de transformation, c'est la même technique qui est utilisée dans le cas des contraintes, sigma et tau, et qu'on va voir dans les prochains cours, bien sûr, et aussi dans les déformations, que ce soit la déformation epsilon ou bien gamma. Donc, ce qu'on appelle une analogie dans les équations de transformation, et vous allez le remarquer très bien dans la suite de notre cours.